Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast sur la plateforme Chemin Télé, édition du 26 janvier 2026. C'est toujours en compagnie de mon bon ami et collègue Stéphane. Allô Stéphane, comment ça va de ton côté? Ça va super bien toi? Écoute, ça va très bien. Sujet d'aujourd'hui. Stéphane, on aime ça faire des prédictions, on aime ça dire des choses, des opinions. Mais on aime ça aussi se vérifier, voir si on était dans le champ ou si on était sur l'autoroute et que tout vague et tout vogue et tout va bien. Et aujourd'hui, c'est l'heure de ce genre d'épisode-là parce que si vous vous souvenez, lors du premier épisode du podcast sur la plateforme de HMI Télé, on avait discuté un peu des joueurs québécois qui avaient changé d'adresse et on avait mentionné, on a fait nos prédictions en fait sur est-ce que c'était un bon fit ou un mauvais fit avec leurs nouvelles équipes. Et là, on est rendu pas mal à la mi-chemin de la saison. On arrive proche de la pause des Jeux olympiques. Donc, on a quand même une bonne base de données là, à regarder. Et on va revenir sur nos choix. On va en rediscuter pour voir si on avait raison ou pas. Donc, ça va être pas mal le sujet principal là, de ce podcast. Et évidemment, en fin de podcast, on va faire un petit tour là, du côté de nos équipes locales, régionales, là, voir comment ça se déroule de leur côté. On va plonger dans le vif du sujet, Stéphane. On avait dressé une liste dans le podcast du premier épisode de joueurs québécois qui avaient signé avec une nouvelle équipe via le marché des joueurs autonomes ou qui ont été échangés via transaction. Et on avait indiqué, bon, est-ce qu'on aimait où ils s'étaient retrouvés ou si on avait un petit peu des réserves et tout ça. Et on va commencer la liste avec un de tes anciens Red Wings de Détroit et membre actuel du Canadien de Montréal, soit Joe Veleno. Et j'ai pris en note aussi ce qu'on avait dit pour justement qu'on puisse se contre-vérifier par la suite. Et lorsqu'on avait discuté de Joe Veleno, de ton côté, tu n'avais pas fait vraiment de prédiction, mais tu avais dit c'est un joueur de profondeur, mais sans plus. Ça va être un 13e, 14e attaquant à peu près. Et moi, de mon côté, j'avais dit c'était pas tant un bon ou un mauvais fit. Je ne m'étais pas vraiment mouillé parce que je me disais c'est un peu comme toi. Ce ne sera pas lui qui va faire en sorte que cette équipe-là va devenir aspirante à la Coupe Stanley du côté du Canadien. Et on a un peu visé dans le mille de ce côté-là, sauf que du côté de Martin Saint-Louis, on semble bien l'aimer parce qu'on lui donne des rôles, on lui donne des missions. C'est rarement lui là, qui est sorti d'alignement lorsqu'on doit faire des changements là, dans l'alignement du Canadien. Donc, Veleno a quand même rapporté un peu son pari, mais là, avec l'arrivée de plusieurs joueurs là, qui s'en viennent du côté des blessures, là, bon, on a Liney qui commence à se rentraîner, Jake Evans qui vient de revenir au jeu, il y a aussi Kirby Dack qui devrait revenir là, sous peu. Ça va peut-être être un de ces sacrifiés-là, selon moi, là, du côté de Veleno. Je pense que il est mieux d'apprécier les prochaines parties parce que son temps de jeu va peut-être diminuer là, éventuellement. Ouais, puis c'est tout un joueur qui jouait défensivement. Évidemment, a connu quand même une bonne saison à date au niveau défensif, là, joue en désavantage numérique. J'en parlais, Max, sur notre autre podcast, mais j'ai vu le Canadien 3 fois l'année dernière mois. Là. Je trouvais que Veleno était très impliqué physiquement, gagnait ses mises en jeu, était quand même bon défensivement, mais évidemment, c'est pas un feu à l'attaque, malheureusement, là, malgré ses espoirs dans le junior, mais ça reste que défensivement, Martin Saint-Louis apprécie, je pense, le travail, gagne ses mises en jeu, ça c'est un bon point pour lui. Mais reste que Joe Veleno est malheureusement remplaçable. Et là, avec tous les joueurs qui reviennent de blessures du côté de l'organisation du Canadien, ça va être difficile pour lui de maintenir là, le cap là, dans les 12 joueurs, je pense. Si on regarde là, du côté de Veleno, il a disputé 44 matchs, donc comme j'ai mentionné, il n'a pas vraiment sauté son tour là, très, très souvent là, depuis le début de la saison. A marqué 2 buts, a récolté 2 passes. C'est quand même moins 7. Donc, c'est pas. En même temps, les plus et moins, faut en prendre et en laisser. Ouais, je veux dire, le gars est moins 1, mais c'est peut-être le défenseur qui a fait une gaffe là, devant le filet et qui n'a aucunement rapport avec le jeu qui a mené au but. Donc, ça, il faut toujours se garder une réserve à ce niveau-là. Mais tu sais, grosso modo, on a quand même vu juste. Là, ça a été un attaquant de soutien qui a rendu de fiers services, mais par la force du nombre avec les retours au jeu et tout ça, faut pas s'attendre. Puis, c'était un contrat d'un an aussi. Là, faut pas l'oublier, il avait signé un contrat d'un an avec le Canadien. Je pense qu'il va jouer son année là, avec le CH. Puis je serais énormément surpris là, qu'on le re-signe là, pour les années à venir, là, sachant que de un, on a déjà beaucoup trop de joueurs du côté de l'attaque du Canadien. Et de deux, il n'y a pas. Oui, il a joué des avantages numériques, il est bon défensivement, mais c'est pas un joueur où on se dit si on le perd, ça va faire mal. Je veux dire, il y a d'autres joueurs qui vont être capables de le remplacer là, sous peu, que ce soit des Owen Beck là, qui cognent à la porte, là, ce genre de joueur-là. Même Florian Jacquet qui va peut-être être meilleur dans un rôle de 4e trio plus que Veleno parce que Jacquet va être plus physique.
va se sacrifier aussi devant des tirs, va être capable de donner une petite touche offensive aussi. Donc, tu sais, avec les jeunes qui poussent, je pense pas que Veleno a vraiment un avenir avec le Canadien là, à moyen et long terme. Là. Faut pas oublier qu'il a juste 25 ans. Moi, je pense que cette année, il travaille pour un autre contrat ailleurs. Et je pense que présentement, je suis sur une organisation à l'extérieur de la Ligue nationale. J'ai besoin d'un joueur de quatrième trio comme Joe Veleno. Je vais probablement cogner à la porte au niveau de l'agent pour cet été, les joueurs autonomes. Mais ça reste qu'au moins, il y a seulement 25 ans. Faut pas l'oublier. On parle beaucoup que les joueurs canadiens sont jeunes. Veleno fait partie de cette jeunesse-là. Mais je pense qu'il magasine quand même une extension de contrat. Pas avec le Canadien, évidemment, mais peut-être avec une autre organisation. Ben écoute, c'est le genre de joueur que tu donnes 1 million ou tu donnes 900 000, puis écoute, ça fait pas mal sur la masse salariale. Là. C'est pas un pari risqué là, d'amener un Joe Veleno. Là. C'est juste dommage qu'il n'ait pas réussi à débloquer son potentiel offensif. Exactement. Il ne faut pas oublier que ça a été un choix aussi qu'on avait mentionné, qui avait eu le statut de joueur exceptionnel dans la LHJMQ, là, donc a pu jouer dans la LHJMQ à 15 ans avec les Sea Dogs de Saint John, mais malheureusement, on n'a pas vu ce joueur-là. Du moins sur le plan offensif, là, on n'a pas vu malheureusement ce joueur-là. Si on poursuit la liste, le prochain, le nom va sûrement dire quelque chose à plusieurs personnes qui suivent le hockey depuis des années. Ça a été un gars qui était souvent proche de la LNH, mais n'a jamais été en mesure de se tailler une place vraiment. C'est Alex Barré-Boulet qui, lui, avait signé un contrat avec l'Avalanche du Colorado. De ton côté, tu n'avais pas vraiment mentionné si c'était un bon fit ou pas. Moi, j'avais mentionné que c'était un bon fit parce que je trouvais que le 3e et 4e trio de l'Avalanche du Colorado, c'était pas... Tu sais, c'était correct, mais je pense qu'un Barré-Boulet aurait pu avoir des chances là, de se tailler un poste. Ça ne s'est pas produit malheureusement. Par contre, il a été rappelé pour le match d'aujourd'hui, le 19 janvier, au moment où on enregistre le podcast, et a récolté une passe dans la victoire de l'Avalanche du Colorado, donc 1 point en un match. Est-ce que c'est le début de quelque chose? On ne le sait pas, mais néanmoins, il a quand même obtenu le rappel aujourd'hui. Mais sinon, dans la Ligue américaine, écoute, fidèle à son habitude, le produit là, de façon régulière, là, encore une fois, 37 points en 36 matchs. Il y en a eu 63 64 avec le Rocket. Il y en a eu en 2022-2023 84 en 69 matchs. Donc, tu sais, pour lui, la Ligue américaine, ça n'a jamais été un problème. C'est juste le step-up entre la LNH, plutôt entre la Ligue américaine et la LNH, qu'on n'a jamais été en mesure de le faire à temps plein. Là, on a obtenu un rappel. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Félicitations à lui. Je pense que dans les joueurs qui sont sur la bulle, là, je pense que c'est un de mes préférés. Là. C'est un gars qui... Je trouvais ça difficile en début de saison de me prononcer là-dessus parce que je me disais Colorado, une bonne équipe. Évidemment, ils ont eu tout au début de saison. Là. Je pense que c'est difficile pour un joueur comme Barré-Boulet quand tu as autant de succès avec une organisation comme ça. Mais c'est un gars qui n'arrête jamais de travailler. C'est un gars qui a continué à faire ce qu'il avait à faire dans la Ligue américaine. Obtient enfin un rappel. Et là, comme tu dis, il marque un point là, sur le but de Parker Kelly là, et de Kel McCarr. Donc, félicitations. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter, malheureusement, dans un top 9, pas dans un top 12. Je pense que c'est pas un joueur de 3e, 4e trio. Mais en même temps, c'est un joueur qu'il faut qu'il apporte vraiment son 100% à toutes les rencontres. Mais c'est le fun de voir qu'il lâche pas. Juste aller voir, parce que j'ai vu qu'il y avait une passe, mais je n'ai pas regardé la feuille de pointage, son temps de jeu et tout ça, comment il l'a joué. Il a joué... oh boy, ça n'a pas été... il a joué 8... non, il a été chanceux d'avoir un point parce qu'il a joué 8 présences, 3 minutes 46, donc... Exactement ce que je te dis. Puis tu sais, Ivan a joué 4 minutes 57, puis Bardakov 5 minutes 55. Donc, malgré qu'on gagne 5-2 du côté des l'Avalanche Colorado et qu'on menait, c'était 2-2 après 2, là. Donc, on n'a pas donné vraiment de temps de jeu à notre 4e trio là, du tout du match. Là. Ben écoute, on va souhaiter que ça va aller mieux dans les prochaines rencontres au niveau du temps de jeu, là, qu'ils puissent avoir une vraie chance. Là, parce que c'est ça que j'avais dit aussi en début de podcast. Je pense que c'était la meilleure chance qu'il avait pu avoir parce qu'évidemment, il s'était retrouvé avec le Lightning à Tampa Bay où on était vraiment boosté du côté du Lightning. Donc, c'était dur de percer le top 9. Canadien avec les jeunes, même chose. S'était retrouvé un petit bout de temps avec le Kraken aussi de mémoire. Là, on avait joué 2 matchs, mais on s'était pas taillé une place. Je trouvais que l'Avalanche, c'était la meilleure place parce que je trouvais que le 3e, 4e trio, c'était, comme j'ai dit tantôt, c'était peut-être moins bon que les autres équipes dans lesquelles il a pris part, mais visiblement, là, on ne lui a pas vraiment donné une chance depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, on ne lui a même pas donné 4 minutes de temps de jeu non plus. Donc, c'est un peu dommage de voir tout ça, mais on va souhaiter qu'il va obtenir plus de répétitions s'il dispute une autre rencontre
avec l'Avalanche. Prochain joueur qui est un ancien choix de première ronde de la LNH, mais qui a jamais vraiment connu son envol. C'est Pierre-Olivier Joseph, lui qui a été repêché par les Coyotes de l'Arizona au 23e rang au total, a été échangé aux Pingouins, a joué quelques matchs avec les Pingouins de Pittsburgh, a eu quand même une saison de 75 matchs, une autre de 52. Après ça, il a joué 23 matchs avec les Blues, il est revenu à Pittsburgh. Et là, finalement, a testé le marché des joueurs autonomes et il a signé pour s'en aller du côté des Canucks de Vancouver. Nos commentaires face à ça, Stéphane, t'as dit mot pour mot, mi-figue, mi-raisin. Donc, ça ne te faisait pas vraiment un pli sur toi. Et moi, de mon côté, j'avais dit que c'était pas un bon fit parce que j'avais dit que même si la défensive du côté des Canucks était quand même pas si bonne que ça, il y avait beaucoup de vétérans que c'était sûr qu'il n'allait pas être tassé là, pour un Pierre-Olivier Joseph. Ouais. Mais a quand même obtenu 16 matchs cette année. Il a joué 16 rencontres, mais il n'y a pas de stats de Ligue américaine, donc je ne sais pas s'il a été blessé ou s'il a vraiment été juste laissé de côté pendant pratiquement 30 matchs. A joué 16 rencontres, a récolté 2 passes, différentiel de moins 8. Donc, déjà là, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue autant que ça. Je pensais qu'il aurait plus joué dans la Ligue américaine. Donc, a eu des matchs de la LNH, mais c'est un peu comme j'ai dit, c'est vraiment en rôle de soutien, mais vraiment de très soutien, si on veut, parce que a seulement disputé 16 matchs avec l'équipe là, depuis le début de la saison. Oui, puis on sait que les Canucks ont échangé Quinn Hughes, là, aussi ça a fait un peu de place, mais on a vraiment fait place à Zev Bouillem du côté de Vancouver cette année, et on a aussi Guillaume Brisebois qui a joué quelques rencontres, là, malheureusement qui est blessé. Mais oui, effectivement, c'est difficile du côté de Pierre-Olivier Joseph. C'est dommage, je pense que c'est un joueur qui méritait meilleure attention dans ses débuts de la carrière. Il tombe déjà à 26 ans cette année. Si son contrat présentement va être RFA à la fin de la saison, donc sera avec restriction au niveau des agents libres. Donc, est-ce que les Canucks vont vouloir leur signer? Je pense que ça va tellement mal du côté de Vancouver de toute façon qu'on ne sait pas trop quoi faire au niveau de l'équipe. On sait que ça s'en va probablement vers une reconstruction. On va pouvoir échanger les assets pour avoir des choix de repêchage. Mais c'est malheureusement pas un défenseur qui peut faire une différence, je pense, sur un top 5. Et là, on tombe dans la chaise du 6e, 7e défenseur. Et là, mais dans une équipe qui est déjà pas très bonne cette année, on réussit à pas jouer du côté de Joseph. Ça va être vraiment difficile, je pense, pour lui de trouver une place à long terme dans la Ligue nationale. Ouais, puis du côté des Canucks, je regarde actuellement, là, selon le site d'Elite Faceoff, les paires là, actuelles, puis il n'est même pas dans le top 6. Là, tu dis qu'on a fait de la place à Ziv Bouillum, mais du côté des Canucks, on a aussi fait de la place à Tom Willander, qui est un autre choix de première ronde aussi de l'équipe. Exactement, ouais. Puis on a même Victor Mancini là, qui est là aussi, là, qui est un autre jeune défenseur. Puis évidemment, tu as les vétérans Roenick et Myers et Peterson qui, eux, ne bougeront pas de là. Donc, tu sais, Bouillum, malheureusement pour lui, pour Joseph, dans la transaction de Hughes, on est allé chercher un autre défenseur aussi du côté des Canucks. On s'entend que quand tu vas chercher un défenseur en retour de Quinn Hughes, tu vas donner toutes les chances du monde à ton défenseur que tu as obtenu en retour de Quinn Hughes. Et c'est un peu ça qui se passe avec Ziv Bouillum. Willander, c'est un choix de première ronde, donc c'est sûr. Puis c'est un choix de première ronde, mais qui a été repêché par l'équipe. Et qui a été repêché par la garde actuelle, si je ne me trompe pas, des Canucks de Vancouver. Donc, c'est sûr que lui aussi va avoir toutes les chances du monde de se faire valoir. Donc, malheureusement pour Joseph, il y a des joueurs qui passent en avant de lui, même s'il est arrivé avant. Donc, ça va être difficile pour lui de percer vraiment le top 6. Là. Ouais, il ne connaît pas une mauvaise saison, Willander. Là. Il a déjà 12 points en 37 matchs. Il joue 15 minutes de moyenne en général par match. Donc, ça va être difficile pour Joseph de déclencher un gars comme ça. Par contre, quand il a joué du côté de Joseph, on a quand même eu des minutes intéressantes. Là, on en a joué, mais si on regarde les 5 derniers matchs qu'il a joué, le 13 janvier contre les Sénateurs, a joué 13 minutes 31. Contre le Canadien, le 12 janvier, a joué 17-15. C'est quand même pas si mal, 26 présences. Contre les Sabres, le 6 janvier, a joué 15 minutes 34. Contre le Kraken, le 2 janvier, a joué 13 minutes 52. Ça, c'est une de ses plus basses. Et contre les Flyers, 14 minutes 09. Fait que, y a pas de... C'est sûr que défenseur, c'est plus dur de limiter les minutes d'un défenseur. Tu joues à coup de paire. Là, fait que c'est pas comme un quatrième trio que tu peux laisser sur le banc un peu. Fait que, il n'y a pas le choix de jouer les minutes. Mais au moins, il n'a pas joué 10 minutes ou bien 11 minutes. Il a quand même eu... Contre le Canadien, il a joué quasiment 20 minutes. Là, on a joué 17. Donc, il y a un certain vote de confiance. C'est juste qu'on ne l'a pas souvent, le vote de confiance envers lui. Alors qu'on l'a envoyé seulement 16 fois dans la mêlée depuis le début de la saison. Là.
Sinon, si on passe au prochain nom, et là, on va du côté des transactions, pas des transactions, excuse, on va du côté, encore une fois, des marchés des joueurs autonomes. Un défenseur au gabarit intéressant en Samuel Bolduc, lui qui avait été dans l'organisation des Highlanders, s'en va du côté des Kings de Los Angeles. Et moi, de mon côté, j'avais dit qu'à court terme, c'était pas tant un bon fit, mais qu'à moyen long terme, pour un possible rappel, étant donné la faible banque d'espoir des Kings et dans leur filiale de la Ligue américaine, que ça va être un bon candidat pour obtenir un rappel. Et c'était pas mal ça mon point. Et toi, de ton côté, tu n'avais pas vraiment statué là, sur Samuel Bolduc. Et on regarde ça. Et comme tu as dit, malheureusement, le rappel n'est pas venu encore. Alors qu'on a joué seulement dans la Ligue américaine actuellement du côté de Bolduc. On a 38 matchs de jouer. On a inscrit 5 buts, 10 passes pour un total de 15 points, 16 minutes de pénalité et plus 5. Malgré tout, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'à seulement 15 points en 38 matchs, c'est quand même le défenseur le plus productif du côté de la formation de la Ligue américaine, du côté des Kings, alors que le deuxième défenseur qui, au niveau des points, c'est Joe Hicketts avec 14 en 36. Il est moins 10 aussi, donc c'est moins bon que Bolduc. Fait que je continue quand même à croire que si on a besoin d'un défenseur du côté des Kings, c'est Bolduc qui pourra obtenir l'appel, parce que je regarde les autres, c'est pas des noms qui sont super sexy là, du côté des Kings. Là. C'est pas... Bolduc demeure une option plus que viable. Là. Fait que je crois encore à mon idée de départ que si on a des blessés du côté des Kings, qu'on doit faire un rappel, le rappel pourrait être Samuel Bolduc là, du côté des Kings. Oui, puis je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr qu'on a une défensive très vieille du côté des Kings, donc on a des joueurs expérimentés. C'est difficile de détrôner ça. Là. Ton plus jeune joueur, évidemment, c'est Brent Clark, mais c'est quand même ta vedette à venir. Mais le reste, Doughty, CC, Anderson, Dumoulin et Edmondson qui jouent sur une base régulière. On n'a pas de blessure non plus du côté des défenseurs, du côté des Kings. Donc, c'est dur de rappeler quelqu'un pour rappeler quelqu'un. On donne du chemin, je pense, à Samuel Bolduc, qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense que il y a certains entraîneurs, puis des entraîneurs vont te le dire, je pense qu'on joue jamais assez longtemps. On joue jamais trop longtemps dans la Ligue américaine, mais je pense que de faire monter Sam pour absolument rien, ça donne rien. Mais du côté de Bolduc, on a 25 ans, commence à être temps qu'on passe à l'étape suivante. Là, je pense que les Kings vont espérer qu'ils montent ou qu'ils se fassent peut-être échanger à la fin cet été, mais je pense que du côté de Bolduc, on doit vraiment mettre le couteau entre les dents d'ici la fin de la saison de la Ligue américaine pour vraiment démontrer qu'on est capable de jouer avec nationale l'année prochaine. Et ce qui est malheureux pour Bolduc, c'est qu'il a signé un contrat d'une seule saison avec les Kings. Donc, s'il n'obtient pas de temps de jeu dans la LNH, qu'il ne peut pas démontrer ce qu'il peut faire dans la LNH, ça va être compliqué pour signer un nouveau contrat. Il va probablement avoir une autre entente de la Ligue américaine là, avec une autre formation si on ne le garde pas du côté des Kings. Mais c'est plate pour lui qu'il ne puisse pas obtenir de répétition dans la LNH pour démontrer que, hey, moi aussi, je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Mais ça ne sera pas malheureusement là. En tout cas, du moins pas pour l'instant, parce qu'on a, comme tu as dit, on a une défensive assez expérimentée. Ça va être dur de tasser un Doughty, ça va être dur de tasser un Anderson. Ça va être dur de tasser aussi. Là, si tu regardes les autres devs, Joel Edmondson, tu l'as mentionné, Dumoulin aussi, Cody Ceci qui était un vétéran également. Donc, la seule façon du côté de Bolduc qu'on pourrait obtenir du temps de jeu dans la LNH, c'est vraiment un rappel, parce que, pas un rappel, mais une blessure qui va mener un rappel. Parce que, tu sais, à part, il y a Brent Clark qu'on peut peut-être descendre en bas. Je pense que c'est le seul qu'on peut descendre en bas sans qu'il passe par le balotage. Un de tes meilleurs défenseurs. Là, exact. Fait que ça n'arrivera pas. Donc, c'est plate à dire, mais dans le cas de Samuel Bolduc, ça serait le malheur de un fait le bonheur des autres. Là. C'est pas mal le proverbe là, qui pourrait s'appliquer à lui. Parce que sinon, je pense pas qu'on va le voir là, dans la LNH. Prochain, maintenant. C'est un joueur qu'on a eu dans notre cours là, du côté du Canadien et que malheureusement les blessures lui ont fait très mal au point où on a décidé de ne pas le ramener à Montréal. Et c'est Raphaël Harvey-Pinard, lui qui a signé avec les Pingouins de Pittsburgh. Ce qu'on a dit dans le premier podcast, Stéphane t'avait dit c'est un bon fit pour avoir plus de chances de jouer dans la LNH. Moi, j'ai dit c'est un bon fit sur papier. Mais en pratique, Pittsburgh ne donne pas vraiment de chance aux jeunes. J'ai eu tort là-dessus, dans le sens que Harvey Pinard n'a pas joué dans la LNH cette année, malheureusement. Mais les Pingouins ont donné vraiment aux jeunes ont donné beaucoup de chance. Ben Kendall à 18 ans qui joue dans la LNH, Koivunen qui a joué aussi.
il y en a quand même quelques-uns là, qui ont joué là, dans la LNH, mais pas Harvey Pinard, malheureusement. Lui n'a pas obtenu le rappel tant souhaité. Rendu à 27 ans, a joué 36 matchs dans la Ligue américaine cette année, a marqué 9 buts, 8 passes, 17 points, 29 minutes de pénalité, et 10 au niveau du différentiel, il était à plus 10. Donc, pas de mauvaise saison, mais j'ai comme l'impression que là, ça a été tout ou rien du côté des Pingouins. Autant qu'on ne donnait pas de chance aux jeunes, là, autant qu'on est rendu avec quand même plusieurs jeunes intéressants. Puis ils ont tous passé en avant de Raphaël Harvey-Pinard. Et je pense que ça va être compliqué pour qu'il obtienne un rappel aussi, là, selon moi. Ça va être compliqué, mais surtout, ça va être de voir qui on va remplacer dans l'organisation pour ça. On a beaucoup de petits contrats du côté des Pingouins. Donc, Raphaël Harvey-Pinard tombe un peu dans la même chaise. Et là, sa petite taille, c'est pas son ordre au travail le problème, mais c'est la petite taille, la façon qu'il est défensif. Harvey-Pinard doit être un joueur offensif à son gabarit. Malheureusement, il n'est pas capable de livrer la marchandise à temps plein. C'est vraiment dommage pour lui. Je pense que c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Je pense que vraiment les valeurs à bonne place, c'est un petit gars qu'on aurait aimé ça voir performer. 27 ans déjà. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais d'après moi, il ne sera pas rappelé cette année, à moins peut-être d'une blessure. Mais je pense qu'on va peut-être lancer plus le fil à McGroarty si on a une blessure du côté des Pingouins. Oui, parce que il y en a quand même plusieurs là, qui peuvent passer en avant de lui. Tu as parlé de Ruther McGroarty, mais Tristan Brods, qui connaît vraiment, c'est le meilleur pointeur en fait là, dans la Ligue américaine là, du côté de la filiale des Pingouins, avait connu un très bon camp d'entraînement aussi avec les Pingouins. Présentement 28 points en 36 matchs. Sinon, Athley Calvert, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est un joueur de 21 ans, mais a quand même 23 points en 39 matchs, 6 pieds 1, 196 livres. Donc, tu sais, si tu as besoin d'un joueur sur une quatrième ligne, troisième ligne, ben, il y a plus le gabarit, il y a plus le prototype d'un joueur de troisième, quatrième trio avec ses 6 pieds 1, 196 livres versus les 5 et 9, 173 là, de Raphaël Harvey-Pinard. Sinon, tu regardes s'il y a d'autres options. Il y a Koivunen aussi. Là, je ne sais plus s'il est en haut ou s'il est rendu dans la Ligue américaine, là, mais s'il est encore dans la Ligue américaine, c'est une option aussi. Là. Il est en bas donc, ça pourrait également être un joueur rappelé avant Harvey-Pinard. Et puis écoute, on a monté Imama Bokonski avant Harvey-Pinard. Bokonji Imama, oui. Un autre Québécois d'ailleurs. Ouais, un autre Québécois, mais on l'a monté pour 2 matchs là, versus. C'est pas le même rôle, évidemment, là, mais on l'a remonté quand même avant Harvey-Pinard. Donc. Ça va être compliqué. Honnêtement, mon verdict final, là, ça va être compliqué du côté d'Harvey-Pinard. Et lui, je ne sais pas, le contrat, c'était-tu 1 an lui aussi? Je vais aller voir. Juste pour. Oui, contrat d'1 an pour Harvey-Pinard. C'était 1 an à 2 volets. Pour 750 000, 775 000. Donc, ça en a un autre aussi qui va devoir connaître une bonne deuxième moitié de saison pour espérer se magasiner un contrat ailleurs, quitte si évidemment les Pingouins ne veulent pas le garder, là, parce que c'est un joueur qui est malheureusement facilement remplaçable. Là. Du côté des Pingouins, il n'y a pas un profil qu'il faut absolument le garder parce que sinon, si on le perd, ça va faire mal à notre banque d'espoir ou à notre relève. Ce n'est malheureusement pas le cas là, du côté d'Harvey-Pinard. Exact. On va rester à Pittsburgh, Stéphane, parce qu'il y a un autre joueur qui a signé avec les Pingouins et lui, c'est plus un vétéran. Et c'est Anthony Manta qui a signé avec les Pingouins. Et nos commentaires par rapport à ça, moi, j'ai dit excellent fit, pas d'allié du côté des Pingouins, surtout dans le top 6. Et toi, de ton côté, tu es allé du qualificatif merveilleux fit. Donc, les deux, on semblait être sur la même longueur d'onde là-dessus. Et les deux, on a vu juste. Ah oui, quelle belle saison ce côté d'Anthony Manta. 32 points en 48 rencontres. Approche les 15 buts. Je pense qu'il l'a fait ce soir. Laisse-moi juste regarder. Je pense qu'il y a des points aussi ce soir. Oui, je vais te le dire tout de suite là, s'il y a des points ce soir. Une passe sur. Donc, on a une passe du côté de Manta. Là, donc, on a approché, on va faire dans le fond le 33e point. Donc, 33 points en 49 rencontres du côté d'Anthony Manta. Et robuste cette année. J'ai gagné une coupe de match. Pas beaucoup de punitions, mais c'est un joueur qui est robuste, qu'on n'avait pas vu vraiment avec mes Red Wings là, dans le temps. Mais ça reste qu'Anthony Manta, on l'avait dit, pas d'ailier du côté des Penguins de Pittsburgh. Ça va aider. Joue avec quand même Crosby une fois de temps en temps, va jouer avec Malkin sur l'autre trio ensuite. Donc, ça va vraiment aider. Puis je pense que c'était la façon pour Anthony Manta, je pense, de rester à la Ligue nationale pour les prochaines années. Je pense que du côté des Penguins de Pittsburgh, on est satisfait du côté
du côté de qu'est-ce qu'on a eu pour lui. Et là, j'ai hâte de voir là, dans les prochaines années. Il ne faut pas oublier qu'il va tomber lui aussi avec un pas de contrat à la fin de la saison, qu'on a seulement 2,5 millions à 31 ans. Est-ce qu'on va être capable de signer un contrat peut-être pour les 3 prochaines années, 4 prochaines années du côté d'Anthony Mantha avec les Pingouins? On sait que les Pingouins, là, ça va être vraiment un casse-tête dans les prochaines saisons là, avec la fin de contrat d'Evgeny Malkin cette année, Crosby l'année prochaine et le temps dans 2 ans. Donc, on va falloir revoir le futur. Et Anthony Mantha peut devenir un très bon vétéran pour les jeunes de cette équipe-là qui poussent. Comme tu disais tantôt, Max, on n'a pas fait l'habitude souvent à amener les jeunes en haut, mais je pense que Anthony Mantha, sous l'aile de Crosby et de Malkin présentement, apprend beaucoup. Et là, ça peut devenir un asset pour les Pingouins à long terme. Oui, puis du côté de Mantha, à un certain moment, faisait le trio de l'heure avec Evgeny Malkin et Justin Brazeau qui est arrivé de nulle part, lui aussi. Là. C'était une deuxième ligne assez dangereuse là, du côté des Pingouins. Et ces 2 passes qu'il y a eu ce soir, donc il est rendu à 34 points. J'ai pas vu. Et du côté de Mantha, est en voie, je vais juste aller regarder sur Elite Prospect parce qu'ils mettent la projection. Mais si je ne me trompe pas, il s'enligne vers une de ses meilleures saisons en carrière, si ce n'est pas la meilleure en carrière. Là, on parle d'une projection de 55 points en 82 matchs. Sa meilleure saison a été 48 points avec les Red Wings 2 fois. Ouais. Donc, ça serait la saison de sa carrière du côté de Mantha. Et ça tombe à un point, comme tu as mentionné, ça tombe à un point assez important. Dernière année en fait, la seule année de contrat qu'il avait avec les Pingouins. Ouais. Et là, toi, si tu es les Pingouins, est-ce que tu le ramènes? Ou si, moi, je le signe. Je le signe. Je le signe. Comme tu as dit, je pense qu'on Blake Lizotte, on le voyait pas pantoute cette année connaître du succès comme ça. Kenny Malkin va quitter cette année. D'après moi, je pense pas qu'on va signer du côté de Malkin, mais on est capable de trouver un joueur de centre, je pense, dans l'avenir pour jouer avec eux sur le deuxième trio. Puis pourquoi pas? Est-ce qu'un Kindle pourrait jouer au centre l'année prochaine sur le deuxième trio? Ça pourrait être une option du côté des Pingouins. Et ça reste que c'est un vétéran. Je te dis pas si on le signe à 6-7 millions, je pense que c'est un peu trop. Mais je pense du côté du clan Mantha, je pense qu'on comprend la situation. Puis tu sais, un contrat de peut-être 10 millions pour 3 ans pourrait faire amplement d'affaires pour le côté des Pingouins. Et veux-tu savoir la chose la plus triste dans tout ça, malheureusement? Puis, c'est pas une pointe envers Mantha, c'est plus une pointe envers le Québec en tant que tel. C'est qu'Anthony Mantha, actuellement, avec ses 32 points, c'est le meilleur Québécois. Fantastique. C'est le Québécois le plus productif de la Ligue avec 32 points en 48 matchs. C'est pas mauvais, mais on parle quand même d'une projection de 55 points en 82 matchs. C'est une production correcte, mais c'est quand même triste qu'il n'y ait pas de Québécois qui soit capable de faire mieux que ça, honnêtement. Puis, on peut en reparler un peu si tu veux, là. Mais non, faut pas, là. C'est un dossier assez épineux. Ce qui fait le plus mal, Max, tu sais quoi? C'est que tu as 2 défenseurs dans le top 5, dont 2 défenseurs vieillissants. C'est l'offensive qui nous manque au Québec. On n'a pas de joueurs offensifs, malheureusement. Et quand ton top 5, ton seul joueur en haut de 30 points, c'est Anthony Mantha. Honnêtement, c'est plate, mais ça démontre comment que notre hockey est malade depuis les 10-15 dernières années. Oui, puis il y a des joueurs qui avaient le potentiel de faire plus que ça, puis que cette année, ça fonctionne. Jonathan Huberdeau, on parle quand même d'un gars qui a fait 115 points à un certain moment de sa carrière, mais depuis qu'il est rendu avec les Flames, sa meilleure saison, ça a été l'année passée avec 62, depuis son arrivée avec les Flames, ce qui n'est pas mauvais, mais là, cette année, 21 à 43. Il est projeté à 38 points, je pense, cette année. Là. C'est une catastrophe. Là. C'est la moitié moins que l'année passée. Tu as Alexis Lafrenière, un choix premier au total en 2020 qu'on attend toujours. Il n'est pas si loin de Mantha, par contre, il est à 28 en 49, mais on parle quand même d'une projection de 47 points en 82 matchs. C'est rendu sa 1, 2, 3, 4. C'est sa 6e saison dans la LNH. Et il y a eu une fois 57 points à sa 4e saison. L'année d'après, 45. Puis là, on se projette avec 47. Malheureusement, comme premier choix au total, même Slavkovski, qu'on n'était pas sûr qu'est-ce que ça allait donner, est déjà en avance. Il est déjà en avance sur Lafrenière. Surtout avec son éclosion qu'il a depuis le début de la saison avec le Canadien. Là, Slav, il est rendu à quoi? Là, je sais qu'on divague un peu, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir cette conversation-là. 40?
il est rendu à 40, mais c'est surtout sa projection que je veux voir. Là. Parce qu'il y a eu deux saisons de 50 points. Et là, il s'aligne vers une saison de 67 points. 67 en 82 matchs. Donc, puis c'est sa 4e saison dans la LNH. Puis dès sa 2e saison. Par contre, la différence entre Lafrenière et lui, c'est qu'on a augmenté de points chaque année. Oui, 10, 50, 51. Mais l'année passée, n'oublie pas, il a été blessé 3 rencontres aussi. Là, oui, il y a une progression du côté Slafkovský. C'est ça le problème avec Lafrenière. On n'a pas de progression. Puis écoute, je sais pas si c'est l'organisation, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Alexis, mais les Rangers ont beaucoup de difficultés à développer des jeunes. Des talents, ça n'a aucun sens. Puis honnêtement, ils jouent avec Panarin aussi une fois de temps en temps. Ça fonctionne pas davantage numérique non plus. Je sais pas ce qu'il va falloir pour Alexis Lafrenière. Puis je le disais sur d'autres podcasts tantôt, à 7,5 millions de contrats jusqu'en 31-32, ça peut devenir rapidement un des pires contrats de la Ligue nationale ou dans les pires contrats. Et je le souhaite tellement pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec cette organisation-là, avec Alexis Lafrenière. Et même si c'était la fameuse COVID là, 2020, là, le repêchage COVID, ça reste qu'il faut donner plus. Il faut en donner plus du côté d'Alexis Lafrenière, avec le talent que ce gars-là a, avec le talent qu'il y a eu dans le junior, avec le talent qu'il y a eu aussi dans le championnat mondial. Il y a anguille sous roche. Moi, je crois qu'Alexis Lafrenière n'est pas heureux avec les Rangers et ça va être tellement difficile d'échanger un joueur comme ça. Même si on fait un certain reboot là, du côté des Rangers. Les deux, on est prêts à le prononcer, les boys, fait qu'on vous le dira pas comme ça, là, mais ouais, on s'est enfargé un peu dans l'autre podcast. Les deux à part de ça. Donc... On a eu de la misère. Donc dommage. C'est vraiment dommage côté Alexis Lafrenière, mais pour moi, c'est une terrible déception. Ben, écoute, c'est de savoir si c'est lui la déception ou si c'est les Rangers qui... Tu sais, les Rangers ne sont pas heureux, honnêtement, de son rendement, puis avec raison, mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'ils sont un peu coupables eux-mêmes de ce rendement-là. On est pourris avec les jeunes, honnêtement. Là, je me souviens pas du dernier jeune joueur qu'on a réussi à développer de façon réussie, si on veut. C'est le mot que je cherchais. Souvent, les joueurs qui connaissent du succès, c'est des joueurs qu'on est allé chercher ailleurs. Des Panarin, des Adam Fox, qui est pas... oui, on l'a développé. C'est pas eux qui l'ont repêché, mais il a commencé sa carrière avec eux. Mais il y avait quand même un bon bout de chemin de fait. Il y avait quand même une couple de saisons dans la NCAA de fait. Zibanejad, on est allé le chercher par transaction. McDonough, dans le temps, on est allé le chercher par transaction aussi. Il y a Kreider, que ça a fonctionné, que c'est nous qu'on a vraiment repêché du côté des Rangers. Mais tu sais, la majorité des cas de réussite du côté des Rangers, c'est des joueurs qui ont fait leur griffe ailleurs et qui arrivent près du côté. Parce que tu sais, on parle beaucoup du marché de Montréal, là, marché de Toronto, là, mais le marché de New York n'est pas évident non plus. Vous les Rangers à Montréal, Lafrenière? Peut-être que ça fonctionnerait avec la garde actuelle, hors marque du Canadien. Là. Peut-être, effectivement. Je sais pas. Tu le fais jouer avec Caulfield et Suzuki, c'est peut-être ça la réponse, honnêtement. Peut-être. Mais j'y souhaite pas. J'y souhaite pas parce que il y a déjà New York, que c'est pas évident de jouer là-bas. Puis là, il s'amène à Montréal, un Québécois. On est déjà en train de planter Zachary Bolduc par tous ses réseaux sociaux parce qu'il fait pas la job, entre guillemets, puis que je trouve que c'est un peu injustifié. Là, le gars, on va en reparler tantôt parce qu'il fait partie de notre liste de joueurs à discuter. Mm-hmm. Mais je pense, j'y souhaite pas d'entrer dans cette jungle-là qui est Montréal. On a vu comment on a détruit Jonathan Drouin, comment on a détruit José Théodore dans le temps, on a détruit Patrice Brisebois dans le temps. Honnêtement, j'y souhaite pas d'être à Montréal. Je pense pas que c'est vraiment qu'il n'est pas capable de prendre le hit. Je pense qu'il est capable de prendre. Je pense que, comme tu dis, on n'est pas capable du côté de l'organisation des Rangers de l'identifier, d'y donner un petit peu le push pour qu'il soit le meilleur joueur sur la glace. C'est pas le talent qui manque, c'est sûr, certain. Puis vous allez me dire la même affaire pour Huberdeau puis pour tous les joueurs qu'on a parlé aujourd'hui. Oui, 100%. Mais je pense que Alexis Lafrenière était sur une autre planète à son repêchage. Je pense que c'est un joueur qui devait pas être mieux entouré. Je pense pas que c'est une question d'être mieux entouré. Je pense que c'est une question de qu'est-ce qu'on attend de lui. Puis on n'est pas capable de mettre une cible sur ce qu'on attend d'Alexis Lafrenière avec les Rangers. Si on poursuit notre liste, le prochain qu'on avait discuté lors du premier podcast, Jonathan Drouin avec les Islanders de New York. Moi, j'avais dit mauvais fit, pas assez d'attaque chez les Islanders. Et Stéphane, pour reprendre tes mots, mot pour mot, te dit pas un bon fit, pas en tout. Et là, aujourd'hui, on regarde Jonathan Drouin. Et ce qui arrive présentement à Jonathan Drouin, c'est ce que je doutais qu'elle allait arriver
arrive avec une équipe qui n'est pas très offensive comme les Islanders, sort d'une équipe qui était très offensive comme l'Avalanche Colorado. D'ailleurs, il était très bien replacé, il avait une saison de 56 points en 79 matchs. Et aussi, l'année passée, il avait eu 37 en 43. Et là, cette année, 20 points seulement en 42 matchs du côté de Jonathan Drouin. Mais c'est pas de sa faute. Les Islanders, c'est pas une équipe qui amène vraiment des points sur le tableau, là, malheureusement. Puis il est un peu victime de ça. Là. La seule chose que je vais dire que Jonathan Drouin ne fait pas bien cette année, c'est qu'il joue en avantage numérique presque 3 minutes par rencontre. C'est le Québécois qui le joue le plus dans la Ligue nationale. Jonathan Berdo est deuxième à 3 minutes 1. Donc, doit trouver la manière de faire des points en avantage numérique. Mais quand tu joues avec une équipe qui est, je ne dirais pas bonne en avantage, pas bonne en offensive, parce qu'on a quand même des joueurs clés. Et on a Matthew Schaefer cette année qui fait quand même bien. Là. C'est plutôt calme depuis les 10 dernières rencontres pour Matthew Schaefer, mais il reste qu'on avait une belle éclosion au début de la saison. Mais c'est difficile pour un joueur comme Jonathan Drouin d'aller chercher sa qualité de points quand on n'est pas capable d'en faire un avantage numérique. Et du côté de Patrick Roy, je pense qu'on connaît Jonathan Drouin. On sait qu'est-ce qu'on peut retirer de lui. Jonathan Drouin a 30 ans cette année. Ça reste que c'est un joueur qui n'a jamais été vraiment rapide, a connu des bonnes mains, a une bonne vision de jeu. Mais malheureusement, on ne peut pas mettre un gars comme ça sur un troisième trio. Puis il a joué malheureusement beaucoup de matchs sur le troisième trio du côté des Islanders. Et là, ça y fait mal. Puis tu sais, tant mieux pour lui si quand même il finit autour de 35-40 points. Ça ne sera pas une mauvaise saison selon les attentes pour Jonathan Drouin, mais je pense qu'on le voit. Là. Quand on a une équipe vraiment offensive avec des joueurs offensifs, c'est plus facile pour un joueur comme ça là, qui est facile un petit peu à disparaître dans un match. T'sais, je regarde actuellement là, les statistiques là, des Islanders. Tu as Matthew Barzal, 38 points en 47. Tu as Boervat, 33 en 36. Tu as Schaefer, vraiment une très bonne première saison de Schaefer, 32 à 48. Puis après ça, tu as 27, 24, 22. Tu as Anthony Duclair qui est à 20. Tu as Jonathan Drouin qui est à 20. Puis tu sais, je regardais aussi au niveau des buts pour les Islanders, surprise, sont 22e, donc ne sont pas parmi les meilleurs pour les buts marqués non plus. C'est souvent les mêmes 3 gars qui font les points là, du côté des Islanders. Donc, malheureusement, c'est pas ramassé avec la bonne organisation pour pouvoir redorer sa feuille de pointage. Puis, tu regardes aussi présentement sur Daily Face-Off, il est sur le 2e trio, selon les projections des Islanders. Mais il est avec qui? Jean-Gabriel Pajot puis Simon Holmstrom. Pajot, c'est un joueur plus réputé pour être défensif. Holmstrom, c'est un choix de première ronde que personne ne comprend pourquoi ça a été un choix de première ronde, honnêtement, parce que la production. C'est un choix de fin première ronde, par contre, si je ne me trompe pas, donc c'est pas comme si ça avait été un choix de top 10. Mais tu sais, quand même, ce gars-là n'a pas d'offensive dans sa game, malheureusement. Fait que tu sais, il joue avec 2 gars défensifs, fait que c'est lui qui traîne ce trio-là. Puis c'était quoi la force de Jonathan Drouin avec l'Avalanche Colorado? C'est que justement, c'était pas lui qui devait traîner ce trio-là. Il jouait avec des McKinnon, il jouait avec des joueurs de talent. Lui, il avait juste à donner la rondelle à ces gars-là. Puis c'est même qui ramassait ses points. On le levait à Montréal aussi. C'est un gars qu'on l'avait mis sur un piédestal qui devait leader le trio avec Pacioretty. Ça ne s'est jamais donné non plus. Parce que c'était lui qui avait la mission de générer de l'offensive sur son trio. Mais Jonathan Drouin, c'est un complément d'un trio. C'est un gars qui va... Il faut que ça soit la 3e roue du carrosse, si on veut. Ça va être le monstre à 3 têtes, là, ben, c'est lui la 3e tête. C'est pas la tête numéro 1 et la tête numéro 2. Là. C'est là que tu vois McKinnon avec dans le junior faisait la différence aussi. Là, c'est un bon complément à McKinnon aussi dans le junior. Mais puis juste pour dire comment que les Islanders sont pas offensifs, puis c'est difficile. Emil Hanneman a 24 points cette année. 4 points de plus que Drouin. Puis ça a été vu comme un sauveur quasiment là-bas avec ses 14 buts. Là, tellement que c'est difficile d'avoir des joueurs offensifs du côté des Islanders. Non seulement il a été vu comme un sauveur, mais les gens des Islanders pensent qu'ils ont gagné ce trade-là de Noah Dobson pour Emil Heinemann, tellement qu'ils trouvent Heinemann bon avec 4 points. Là. Donc, quand que Dobson en a une trentaine déjà à sa fille. Je pense qu'on était ailleurs. Puis comme tu dis, je pense que pour Jonathan Drouin, malheureusement, sa carrière a été la même chose dès qu'on l'a mis dans une position de un peu comme Phil Kessel était. Phil Kessel, c'était le même principe. Quand on le mettait comme avec Toronto, était un joueur de premier plan, ça ne fonctionnait pas. Tu arrivais après ça avec les Pingouins, puis avec les Golden Knights, ça fonctionnait après. Pourquoi? Parce que c'était pas l'élément déclencheur, c'était pas le moteur de ce trio-là. C'était vraiment, comme tu disais, les roues, la 3e roue pour permettre de créer de l'offensive. Puis malheureusement, Jonathan Drouin n'aura jamais été capable dans sa carrière d'aller chercher cette augmentation-là
pour pouvoir leader un trio. Il n'est pas capable de faire ça du tout. Puis, tu sais, juste pour mettre les choses au clair, je veux pas qu'on prenne ça de façon péjorative en disant que c'est la troisième roue du carrosse. Ça en prend. Le meilleur exemple, c'est du côté du Canadien, Oliver Kapanen. Là. Ça va super bien du côté d'Oliver Kapanen. Mais je te le dis, puis on a déjà eu cette discussion-là quand je te parlais d'Oliver Kapanen. Je l'ai vu jouer au Mondial Junior, quelques joueurs avec la Finlande. Puis son trio, il était pourri, son trio, parce que c'était lui qui devait leader ce trio-là, puis il n'était pas capable de le faire. Mais là, il joue avec Demidov qui lui fait des passes sur la palette. C'est épouvantable. Slavkovski qui joue gros, qui mène qui réussit à faire de l'espace à ces gars-là. Ben, Kapanen, c'est un peu la troisième roue du carrosse aussi. Mais si Kapanen, la finition de Kapanen fait en sorte que ce trio-là marche, parce que si Kapanen n'a pas le tir qu'il a présentement puis qu'il ne se positionne pas aux bons endroits comme il est capable de le faire, ben Demidov, il n'y a pas une trentaine de passes, une vingtaine, trentaine de passes. Slavkovski, il n'est pas sur un pace d'une soixantaine de points. Ça prend des gars, ça prend des compléments dans un trio. Puis du côté de Drouin, son complément, c'est de préparer les jeux. Puis après ça, il donne la rondelle aux autres, puis les autres s'organisent avec le reste. Puis dans le cas de Kapanen, c'est l'inverse, c'est qu'il laisse les autres faire le travail. Lui, il se met au bon endroit, il attend le tir, il la lance, puis ça finit dans le fond du filet. Puis c'est pas mauvais, là. Écoute, avoir le tir de Kapanen, moi, je serais content de pouvoir tirer de même, moi aussi. Pas capable de le faire, malheureusement. J'ai pas ce talent-là. Mais c'est simplement de compléter les autres éléments de son trio. Puis Drouin, malheureusement, il les a pas, ces compléments-là, présentement, sur son trio. Non, il a pratiquement Pajot et Holmstrom sur ses épaules, puis il traîne, puis il commence à avoir le dos qui fait mal un peu, là, à force de traîner ces deux-là. Là. C'en est un Pajot que cette année, ça a été difficile. Là. Puis, je sais pas si c'était dans nos prochains, là, mais Pajot, c'en est un cette année qui a vraiment diminué là, de rendement, puis ça l'aide vraiment pas un gars comme Jonathan Drouin. Non, ben Pajot était déjà avec les Highlanders, donc il n'est malheureusement pas sur notre liste. Il nous en reste deux, dont un bonus qu'on n'a pas parlé en début de saison, mais que je veux qu'on parle actuellement parce qu'il a changé d'adresse durant la saison régulière, et je pense que tu me vois venir, mais on va laisser ça à deux présentement. Qui ça? Et on va y aller avec la seule transaction qu'on a discutée, en fait, parce qu'on avait manqué de temps, vu qu'on était dans des débats enflammés. Zachary Bolduc du Canadien, qui a été échangé là, cet été en retour de Logan Mailloux. Toi, tu avais dit bon fit. Moi, j'avais dit pas pire fit. Puis là, ben, c'est malheureusement la nouvelle tête de Turc des partisans sur les réseaux sociaux. C'est pas un mauvais fit. C'est ça qui est le pire. C'est sûr que tu voudrais avoir un rendement plus élevé du côté de Zachary Bolduc. Il a quand même 10 buts cette année. Là. C'est quand même le cinquième. Ça avait bien débuté. Je pense qu'il y avait eu comme 4 buts en 4 matchs. Il avait vraiment bien débuté. Ouais. Mais le problème de... Je vais te laisser finir ton argumentaire. Est-ce que je t'ai coupé? Mais je vais... Vas-y. Je vais aller rapidement. C'est le deuxième meilleur Québécois au niveau des buts. Ça allait me dire comment ça, parce qu'il y en a 4 qui ont 10 buts. Là. Dans le fond, Lafrenière, Perron, Greer puis Bolduc ont 10 buts, puis Anthony Manta en a 14. Donc, tu sais, c'est... Puis oui, c'est un marqueur, mais il a quand même 22 ans. Je pense que c'est une nouvelle organisation. Je vois à Montréal, c'est pas pareil. Oui, il y a beaucoup de Québécois, puis on le dit pour Jonathan Drouin, puis on le dit pour les autres. Montréal, c'est pas un game de succès rapidement du côté des jeunes joueurs. Dano a été capable de le faire. Je pense que Montembeault était capable de le faire, mais ça va prendre du temps du côté de Zachary Bolduc. Et ça va dans la même veine des autres. Il ne faut pas oublier qu'il a le même âge que Cole Caulfield, 2 ans de moins que Suzuki, 1 an de plus que Slav. Puis 1 an de plus que Kapanen. Donc, il faut se calmer les nerfs au niveau de Zachary Bolduc. C'est sûr qu'on voudrait qu'il soit plus régulier, mais c'est ça, la chose la plus difficile dans la Ligue nationale, c'est la régularité. Puis ça fait 4 ans qu'on attendait à que Slav le fasse, et enfin, on l'a cette année. Donc, on peut tous se calmer les nerfs. Là. Zachary Bolduc, ça fait juste 2 ans que je joue en Ligue nationale. Et moi, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il faut laisser aller qu'est-ce qu'on peut laisser aller. Et ça se peut que Zach sorte une séquence de 3-4 points, 5 points en une semaine. Il va tomber 5e dans les joueurs québécois là, dans cette année. Donc, moi, je pense que malheureusement, on est facile sur la gâchette du côté de Montréal, puis des fans, puis honnêtement, je les défends en même temps. On a tellement dit que Zach, c'est un marqueur de 25 buts, c'est un marqueur de 30 buts, il va marquer 30 buts à Montréal parce qu'on a marqué 15 en 17 matchs à la fin avec les Blues, une équipe qui marque pas de buts, puis on a tellement monté encore Zachary Bolduc sur un piédestal que là, il produit pas comme on pensait, puis ça fait encore de la merde. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est un projet, Zachary Bolduc. Moi, je pense que pour cette année, c'est vraiment pas si mal.
Puis honnêtement, le Canadien, es-tu prêt à gagner là? On va-tu faire les séries pareilles? Probablement. C'est de l'expérience de plus pour ce jeune-là. Puis honnêtement, il est déjà 10e chez les Québécois. Vous allez me dire, c'est déjà 10e, il a juste 18 points, c'est pas bon. Mais ça, c'est pas son problème. C'est le problème à Hockey Québec. Donc, c'est le problème de la sélection des 15 dernières années. Laissez-les vivre un petit peu. C'est le plus jeune joueur dans le top 25 cette année à jouer à la Ligue nationale. Je le répète pour être sûr que vous comprenez, là, c'est le plus jeune joueur dans le top 25 des Québécois cette année. Donc, je pense qu'il est 10e sur 25. On peut lui donner un petit break. Puis go, Zach, on est capable. Écoute, il y a plusieurs choses à mentionner du côté de Zachary Bolduc. Tu as parlé de régularité, de constance, mais il faudrait qu'il commence par avoir une constance et une régularité dans le positionnement de l'alignement. Ouais. Je pense que c'est le joueur qui a changé le plus de trio depuis le début de la saison du côté du Canadien. C'est dur de créer une chimie. Là, il y a un match qui est sur le premier avantage numérique. Match d'après, deuxième avantage numérique. L'autre match d'après, joue ça à 2. L'autre joue ça à 3, joue ça à 1. Il a joué probablement partout. Puis là, malheureusement, c'est triste à dire parce que j'ai beaucoup de respect pour ce joueur-là. Il a tellement donné à l'organisation du Canadien, mais il joue avec Gallagher qui avance plus, qui n'a pas de main, puis qui... c'est pas lui qui va lui donner la rondelle. Puis Zachary Bolduc, qui a mentionné, sa force, c'est son tir. Mais il faut que quelqu'un lui mette sur la palette pour qu'il puisse décocher son tir. Il n'y a personne qui le fait. Puis Gallagher, sa force, c'est quoi? C'est se planter devant le gardien de but, manger des cross-checks dans le dos, ramasser les retours de lancer, puis marquer. C'est ça son gang-pain. Mais c'est pas lui qui va fabriquer un jeu, c'est pas lui qui va te faire une passe à Demidov de l'autre bord sans regarder direct sa palette. C'est pas lui qui va faire ça. Puis Bolduc, il n'y a personne présentement pour lui donner la rondelle. Et je suis d'accord avec toi qu'on est très dur envers Bolduc, malheureusement. Puis je trouve ça injustifié. Puis là, ce qui n'aide pas son cas, c'est qu'en plus, on est allé chercher Dano, on a signé Texier. On a déjà trop d'attaquants présentement. On n'a pas de place pour lui. On l'a essayé sur la 1 avec Caulfield et Suzuki. Ça ne fonctionne pas malheureusement. Ce n'est pas ce genre de joueur-là qui va les aider. Mais là, après ça, la deuxième ligne, tu ne touches pas à ça. Avec Demidov, Kapanen puis Slav, tu ne touches pas à ça, pas de minute. Tant que ça fonctionne, tu laisses ça de même. Fait que là, par la force des choses, tu ramasses une 3 sur une 4. Puis à court terme, oui, ça peut être un joueur de 3. Là, comme tu as dit, c'est sa deuxième saison dans la LNH. Fait que il faut lui laisser le temps de se développer. Mais c'est pas un joueur de quatrième trio, ça c'est sûr. Fait qu'en partant, tu peux pas le mettre à la 4. Fait que finalement, la chaise qui reste, c'est le troisième trio. Mais là, t'as Gallagher, t'as Anderson, t'as Dano, t'as Evans, t'as Laine, t'as Dak qui va revenir, t'as Newhook qui va revenir. Fait que finalement, est où la place de Zachary Bolduc? Moi, je commence à penser qu'il faut pratiquement l'envoyer à Laval, pas parce qu'il mérite d'aller à Laval. Moi, honnêtement, personnellement, je ne l'enverrai pas à Laval, mais je pense quasiment qu'il doit y aller pour qu'il puisse jouer sur le top 6 puis jouer un rôle offensif un peu. Ouais. Parce que là, présentement, il est enterré par-dessus le nombre de vétérans que le Canadien a puis de contrats. Puis ça ne lui rend pas service présentement, malheureusement. Puis ça, c'est pas de sa faute, c'est qu'il y a trop de monde à l'attaque actuellement chez le Canadien. Ouais, puis écoute, comme je répète, c'est un jeune joueur. On a le temps en masse avec Zachary Bolduc. C'est un gars qui, dans 2-3 ans, peut nous créer de bons services. C'est un gar qui va évoluer avec le noyau qu'on a du côté du Canadien anyway. Honnêtement, si on jette la serviette rapidement du côté de l'organisation du Canadien, on ne fait pas nos devoirs comme du monde, moi, je pense. Surtout avec des contrats qui se terminent ou des contrats qui vont se faire racheter ou qui vont être échangés dans les 2 prochaines années. On va avoir de la place pour un gars comme Bolduc dans 2 ans sans problème. Oui, parce que là, tu as Laine qui va sûrement partir, tu as Anderson, Gallagher, le contrat va finir. Dano va partir, Dano va partir. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de monde. 2027-2028, là, je vous le dis tout de suite, c'est une grosse année du côté du Canadien. C'est là qu'on tous nos joueurs, Demidov, Kapanen vont être durs à être signés aussi. Struble va être signé, Carrier va être signé. Donc, ça va être une grosse année du côté de 27-28. Il ne faut pas oublier Montembeault et Dobèche aussi qui sont signés jusqu'en 27-28. Puis si je ne me trompe pas, 2027-2028, le contrat de Zarovski dans la KHL va être fini aussi. Exactement. Et lui, il va très bien dans la KHL actuellement. Et Bob Hartley, qui est non le moins détaillé d'une déclaration de feu en disant que c'est une copie conforme de Demidov en termes de talent. Honnêtement, je vais le croire. Plus, tu mets en avant. Ouais. Oh, il est dans un meilleur rôle, ça c'est sûr, mais il en profite de son rôle. Je veux dire, il pourrait très bien pas produire, puis on dirait que c'est normal, le gars a seulement 18 ans, mais non, le gars, il a saisi son opportunité là-dessus, mais ça, on viendra là-dessus pour un autre podcast parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bref, exact. Le point, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est que 2027-2028, on va sentir que peut-être le vent il va y avoir un vent de fraîcheur chez le Canadien, parce que là,
Il y a certains vétérans qui vont partir, il y a des jeunes qui vont arriver aussi. Puis c'est là qu'on va commencer là, probablement notre fenêtre d'opportunité pour faire un bon bout de chemin en série et peut-être même gagner la coupe, sait-on jamais. Dernier joueur québécois que je veux qu'on parle, puis c'est encore du côté du Canadien, on a glissé un mot tantôt, mais Philippe Danault, qui est passé des Kings où tout semblait aller croche, se joint aux Canadiens, produit déjà un petit peu plus, mais dans l'ensemble, si on oublie un peu les données qu'on a avec le Canadien actuellement, qu'on se retéléporte à la journée de la transaction, quand la transaction a été faite, ça a été quoi ta première réaction? Est-ce que tu t'es dit que c'était un bon ou un mauvais fit de voir Danault débarquer à Montréal? Ben écoute, tenu qu'est-ce qui se passait avec l'organisation, j'ai trouvé que c'était un bon fit. Là. Je trouvais que c'était de rapporter un gars qui voulait jouer à Montréal. Je pense que ça a été une erreur de Marc Bergevin, une des nombreuses. Je pense plus que c'est lui qui voulait plus jouer pour Marc Bergevin, honnêtement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, ça reste qu'en tant qu'organisation, il faut que tu mettes ça de côté et tu signes un gars comme ça. Anyway, regarde, ça nous a permis d'avoir 4 ans à l'extérieur à 5,5 millions du côté du Canadien. Ça nous a permis de continuer une reconstruction qu'on voulait vraiment faire. Puis ça a permis aussi d'avoir un changement de garde du côté de l'organisation du Canadien. Donc, que du positif pour cet échange-là, pour cette signature-là de Danault ailleurs. Par contre, de le ramener, je pense qu'au niveau du leadership, au niveau de l'expérience, au niveau des mises en jeu, des avantages numériques, un gars qui connaît la ville, connaît un peu comment ça fonctionne, ça va faire du bien. Oui, c'est le plus vieux joueur de l'organisation. Vous allez me dire, oui, c'est le plus vieux joueur de l'organisation à 32 ans. Donc, c'est quand même quelque chose quand on pense à ça. Gallagher n'est pas plus vieux. Non, oui, Gallagher 33, excuse-moi, t'as raison. Ouais, donc, Gallagher et lui ont 33 et 32. Il va pouvoir rejouer avec Gallagher aussi, donc son ancien coéquipier. Il a fait la manchette avec les autres. Mais moi, je pense que ça, à 5,5 présentement, ça fait pas mal. Je pense qu'il va créer quand même une chimie défensive, surtout en désavantage numérique. Mais il ne faut pas s'attendre que Danault ait les 40 points, 50 points qu'il avait avec les Kings ou avec le Canadien d'avant. Je pense que son rôle est beaucoup plus diminué. Et tant mieux, je pense que ça va être un meilleur fit pour lui avec le Canadien. Là. Puis on voit déjà que lui voit que l'organisation est vraiment ailleurs. On en a parlé en entrevue plusieurs reprises. Donc, de voir les jeunes pousser, ça va être un gars qui va pouvoir aider vraiment l'organisation à court terme là, dans les 2 prochaines saisons. Puis, tu sais, Danault, oui, son côté offensif, il ne va pas le retrouver à Montréal. Honnêtement, on ne sait pas pour ça qu'on est allé le chercher. Mais n'empêche qu'il a quand même eu le même nombre de points actuellement avec le Canadien qu'il en a eu avec les Kings en 17 matchs de moins. Fait que, il débloque déjà un petit peu plus offensivement. Exactement. Avec les Canadiens. Il est moins 5 par contre versus plus 3 avec les Kings. Mais au niveau des mises en jeu, 56%, c'est quand même pas si pire. Là. On a besoin. Et joue en moyenne de 16 minutes là, par rencontre. Donc, je vais te couper, Max, mais rapidement, t'aimes-tu mieux avoir Philippe Danault sur une mise en jeu en fin de match pour gagner la mise en jeu ou en overtime ou Joe Veleno? Ben, c'est ce que je m'en allais dire, Stéphane. Je pense que le jour où le Canadien a signé est allé chercher Philippe Danault, je peux te dire c'est le début de la fin pour Joe Veleno parce que c'est exactement la même chose qu'il va remplir. Il va jouer sur des avantages numériques, spécialiste des mises au jeu, gars qui va être défensif là, contre les bons trios adverses. Fait que d'après moi, quand tout le monde va revenir au jeu, quand Dak va être là, quand New York va être là, Laine, si on le garde, Veleno, tranquillement pas vite, c'est lui qui va être escorté en dehors de l'alignement là, du côté du Canadien. Juste avant qu'on se quitte, Stéphane, une petite mise à jour de nos équipes au niveau local. Là, le Kraken qui avait un match la semaine dernière du côté de l'aréna régionale J.A. Métivier contre Saint-Malachie, c'est ça que je voulais dire. Et ça a été une victoire de 4-1 pour notre cher Kraken là, qui continue là, leur bonne saison. Et évidemment, on va encore prononcer le nom de Christopher Mendez avec un but 2 passes. Là. Lui, ça continue de bien aller ces choses. Maxime Fortier qui a marqué aussi du côté du Kraken, tout comme Jean-Pierre Gontier aussi. En fait, Maxime Fortier, il y a 2 buts dans ce match-là. Et sinon, si on regarde les stats là, du côté des gardiens de but, David Bélanger là, qui a récolté la victoire là, du côté du Kraken. Si on regarde le classement rapidement, le Kraken, qui est officiellement au premier rang du circuit, à égalité avec Buckland, mais ils ont une victoire de plus là, que Buckland. Et leur différentiel est quand même impressionnant. Le plus 24, c'est le plus haut différentiel de la Ligue là, du côté du Kraken avec 61 buts marqués, qui est aussi au premier rang à ce niveau-là. Et 37 buts accordés, donc d'où vient le plus 24. Donc, félicitations à nos boys du Kraken, ça va encore super bien cette semaine. Sinon, du côté, juste avant
d'y aller avec les Hunters. Prochain match du côté du Kraken, ça sera si je ne me trompe pas, c'est le 1er février. Et ça va être un duel là, contre Beaumont. Toujours à l'Arena régionale J.A. un match qui aura lieu dimanche le 1er à compter de 13h45 si vous voulez vous déplacer pour aller voir cette rencontre-là. Sinon, je vais y aller en rafale là, parce qu'on est limité dans le temps, là, mais du côté des Hunters de Saint-Prosper, on a signé une victoire aussi lors du dernier week-end contre Lotbinière, une victoire là, de 6-3. Parmi les joueurs qui se sont illustrés du côté des Hunters, on a Nicolas Morin, là, sa saison recrue qui se poursuit encore une fois là, sur une bonne lancée, là, 3 points dans la victoire. Jérémy Roy, 2 passes. Il y a Cédric Poulain, Justin Deblois, William Poulain et Darius Gibson là, et Charles-Émile Dion aussi qui ont inscrit les filets là, du côté des Hunters. Le prochain match aura lieu le 23 janvier, le vendredi. Du côté, évidemment, juste pour vous rappeler, on enregistre le podcast le 19 janvier, donc le match du 23 n'est pas encore passé et c'est contre Saint-Charles du côté de Saint-Charles. Le prochain match à domicile, ça va aller au mois de février là, parce qu'on va être encore sur la route aussi là, le 30 également du côté de Montmagny. Et pour conclure le podcast, je voulais juste terminer avec l'information qu'on n'a pas encore parlé depuis le début de la saison, mais je veux parler du Hockey Custom Performance, là, qui est l'équipe junior là, des Aides-Chemins qui prenait part à un tournoi du côté de Saint-Charles lors du dernier week-end et on s'est incliné en demi-finale. Là. On avait gagné notre premier match 7-0. Joueur du match, on l'a donné du côté à William Auclair. Là. Ensuite, l'autre match, on a gagné ça 4-2. Et c'est Olivier Vachon qui s'est illustré là, dans cette rencontre-là. Et ensuite, on a gagné le match numéro 3, 3-2. Cette fois-ci, c'est Olivier Jeunesse là, qui a été le joueur du match. Évidemment, les joueurs de match ont été élus par l'équipe elle-même. Là. C'est un peu une petite attention là, qu'on se fait là, dans l'équipe. Là. Un peu comme les chapeaux ou les ceintures qu'on voit là, du côté des équipes de la NHL. Et sinon, eh bien, en demi-finale, c'est ça, demi-finale? Défaite 3. Ouais, c'est ça, demi-finale qu'on a joué. On a perdu en prolongation, malheureusement. Donc, une défaite crève-cœur de 3-2. Et sinon, pour le prochain match là, de saison régulière, ce sera du côté de Laquette-Chemin, à l'Arena de Laquette-Chemin contre les Prédateurs d'Appalaches. Et ça sera le 23 janvier à 21h. Donc, si vous voulez aller voir ça ou si vous êtes déjà allé, envoyez-nous des screenshots, des vidéos, peu importe. Là. Oui, ben oui. Faites-nous part là, de votre présence là-bas. Sinon, Stéphane, c'est pas mal ce qui conclut le podcast. Encore une fois, merci de ta collaboration. Je vous invite aussi aux gens là, qui nous écoutent à nous suivre là, sur la plateforme Aides-Chemins Télé pour faire booster un petit peu le YouTube là, de Aides-Chemins Télé. Là, venez vous abonner, commentez, partagez le podcast en grand nombre. Sinon, si vous voulez nous écouter aussi dans notre autre podcast vraiment d'hockey sur demande qui touche la LNH et tout ça, eh bien, trouvez Hockey sur demande sur YouTube. Sinon, on vous souhaite une très bonne semaine de hockey et on se dit à la semaine prochaine tout le monde. Bonne semaine.